Parfait. Donc, il y a d'autres gens qui vont rentrer à mesure. Mon nom, c'est José Lemay-Leclerc. Je suis président de Télétravail Québec. C'est déjà notre dernière conférence. Je pense qu'on va avoir même un peu de plaisir avec cette conférence-là. Ça va être Olivier Fortier et Maurice Lefebvre, deux pirates de chez GoPirate, qui vont vous présenter la décentralisation et le télétravail. Donc, je vous laisse entre bonnes mains. Merci. Merci beaucoup, José. Bon, mais bonjour à tout le monde qui sont là et ceux qui vont se joindre à nous ou ceux qui vont le regarder en rediffusion, hein, s'il y en a une. Je vais prendre quelques minutes pour nous présenter. Olivier Fortier et Maurice Lefebvre, on est les deux cofondateurs de l'organisme à but non lucratif GoPirate Canada. GoPirate, au départ, c'était une initiative pour essayer de changer le monde du travail. Et à mesure que ça a évolué, au lieu de changer le monde du travail, on essaie de proposer un monde alternatif dans lequel on peut mieux vivre avec des nouvelles règles. Parce qu'on croit, comme les pirates de l'âge d'or de la piraterie, Maurice est historien, s'il veut vous en glisser un mot, il y aura beau, que briser des règles et en proposer des meilleures est une solution, hein, des règles établies. C'est une bonne solution pour sortir du lot et surtout se démarquer et mieux vivre. Donc, essentiellement, c'est ça. Ceux qui nous connaissent peut-être, c'est possible que vous nous connaissiez par notre podcast qui est disponible autant de manière audio que vidéo, qui s'appelle GoPirate le podcast. Vous le trouverez sur Spotify, Apple Podcast et YouTube aussi. Normalement, on est plus déguisé que ça, mais aujourd'hui, on est sobre. Donc, et puis dans le podcast, on parle essentiellement de façon justement de se réapproprier son narratif dans le travail, autant pour les employés que pour les entreprises, et comment est-ce qu'on peut faire mieux et proposer des alternatives plus progressistes, dans le fond, au monde du travail. Avec zéro petit minou. Avec quoi? Zéro petit minou. Zéro petit minou? On n'est pas là pour faire du beau sentiment ou bien non. fin. On est un petit peu rentre dedans, mais nos sujets sont sérieux et on les aborde avec la bonne humeur, comme vous pouvez voir depuis tantôt. Donc, voilà, donc le sujet aujourd'hui qu'on voudrait vous proposer, c'est essentiellement de mettre ensemble télétravail et décentralisation dans les organisations. C'est quelque chose qu'on propose depuis, ma foi, un peu avant la pandémie, quand même. Et la pandémie a vraiment fait débouler ce sujet-là. Donc, nous, on est habitués de faire des podcasts. On vous présente ça sous la forme d'un podcast live, essentiellement. Donc, il n'y aura pas de PowerPoint et tout ça. On connaît notre sujet, on va en parler, puis on va prendre vos questions, possiblement live. Donc, n'hésitez pas à en poser live. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, maintenant que les présentations sont faites, Maurice, je te laisse la parole. Je sais, ça te démange depuis tantôt. Là. Hein? J'ai le droit de parler maintenant? Oui, tu peux. Vas-y. Je vais te déranger, mais que ce soit pertinent. C'est bon. Donc, OK. Au cours de la dernière année et demie, 2 ans, le télétravail nous a un peu pris par surprise. Bon, maintenant, ça fait une semaine que vous venez de vous faire rabattre les oreilles avec ça, fait qu'on ne vous sera pas trop. Mais le fait est, tous les problèmes qui tournent autour des dynamiques du télétravail ne sont pas récents. C'est en fait plusieurs des difficultés qui sont au cœur du fait que beaucoup d'entreprises étaient très réticentes avant à faire du télétravail ou allaient le laisser aux plus méritants de pouvoir travailler sans être supervisé à partir de la maison une fois de temps en temps. Oui, hein, pendant un bon moment, Maurice, ça a été plus une récompense ou un avantage social. Ouais. Hein? Puis un des posts, très, très court post sur LinkedIn qui a à peu près tout résumé, c'est au début de la pandémie, quelqu'un a dit le télétravail était autrefois un avantage social, maintenant c'est une compétence. J'ai adoré ça. C'est un fait parce que même autrefois, apprendre à travailler en télétravail, ça demande un certain apprentissage. Hein. Ce n'est pas inné parce qu'on est habitué à travailler essentiellement en garderie, comme Olivier a tendance à le dire. On est constamment surveillé par des gestionnaires qui sont là pour s'assurer qu'on travaille. Pas nécessairement qu'on soit productif, qu'on travaille. Mais le télétravail fait cette coupure-là. On est moins facile à surveiller. Puis ça a causé beaucoup de réactions qui des fois est un peu extrême de la part de certains employeurs. On va en parler tantôt. Tout simplement parce qu'on a cherché des patchs, des façons pour juste comme couvrir le bobo puis espérer que ça guérisse puis ça passe puis qu'on revienne à la normale.
plutôt que de se demander vers quoi il faut qu'on évolue comme modèle organisationnel pour être capable de supporter ça, parce que on risque d'être dans cette situation-là pour longtemps. Puis on le voit maintenant où c'est plus nécessaire comme avant, puis les gens ne veulent pas nécessairement retourner au bureau. Oui, puis beaucoup d'entreprises ont simplement décidé, à partir de maintenant, c'est ça. Ça fait partie de la norme. Exact. Puis on va remarquer aussi que durant le temps de la pandémie, les organisations qui faisaient déjà du télétravail auparavant avaient déjà commencé à se décentraliser, avaient déjà des employés qui étaient plus autonomes, avaient déjà différents moyens pour communiquer ensemble, pour être sûr de ne pas perdre d'efficacité, que c'était une période de prospérité pour beaucoup d'entre eux autres. Oui. Tu veux rajouter à ça, toi? Non. C'est bon. OK. Avant de se lancer sur le plaisir de s'en aller vers la décentralisation, on va parler d'un petit peu des défis qu'on voit en télétravail. Alors, le premier des grands défis, c'est que le télétravail, ce n'est pas une compétence innée que tout le monde a. C'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend parce qu'on n'a jamais été formé à ça. On a toujours été surveillé, on a toujours eu l'habitude d'avoir des gens autour de nous autres. On est dans un environnement très, très, très contrôlé. À partir du moment où on tombe en télétravail, soudainement, notre environnement était plus contrôlé. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, parce qu'on peut faire du télétravail dans un environnement contrôlé quand même. Moi, j'ai un bureau, par exemple, qui n'est pas là où je suis installé aujourd'hui. Mais pour beaucoup de gens, travailler sur le bord de la table de cuisine avec les enfants qui hurlent autour, ça, ce n'est pas un environnement contrôlé. Donc, par manque de vision puis d'intérêt envers le télétravail avant, on n'a jamais pensé pour les employés à créer ce genre d'environnement-là qui ferait qu'ils auraient pu apprendre à travailler avec. C'est la même chose aussi pour les gestionnaires. Je vais juste finir mon bout, Olivier. C'est la même chose aussi pour les gestionnaires. Ça demande une approche de gestion puis d'encadrement des gens qui est complètement différente. Tous ceux qui ont essayé de continuer à faire ce qu'ils faisaient avant sont ceux qui ont eu le plus de difficultés avec le changement. Là, tu peux parler. Oui, je faisais juste acquiescer, Maurice, mais puisqu'il t'en parle, il y en a beaucoup qui pensaient que le télétravail, ce que ça prenait, c'est un laptop, puis une table, puis une connexion Internet. Et on l'a appris à la dure assez rapidement, ceux qui n'ont pas eu le choix, puis pour qui c'était nouveau, que ça prenait plus que ça. Et ça a été encore une plus grande surprise pour ceux qui disaient « le télétravail pour nous, c'est impossible, ça n'arrivera jamais », et qui n'ont pas eu le choix. Ça a été un petit peu plus frappant que les autres, mettons. Le deuxième mythe ou défi à relever pour ce qui est du télétravail, c'est la perception qu'on doit surveiller les employés pour qu'ils travaillent. Puis c'est absolument essentiel. Ça vient de la croyance que les employés sont, entre autres, que les employés sont par défaut paresseux et ne veulent pas faire plus que le minimum, d'où le besoin de sentir qu'il faut qu'on les gère. Okay? Ça vient de la théorie X, si vous connaissez. Ça vient du taylorisme. Il y a la théorie Y qui est l'opposé, que les gens ont envie de travailler. Qui a été développée puis formulée dans les années 60. Oui, c'est ça. Puis, la théorie X, essentiellement, les gens sont paresseux, puis ils vont développer leur ingéniosité, jamais pour le travail, juste pour éviter de travailler. T'sais? Donc, ceux qui travaillent avec cette mentalité-là, bien évidemment, la première chose à laquelle ils vont penser, c'est qu'il faut qu'on les surveille. Avec la surveillance constante du gestionnaire, c'est comme étant un gage de productivité. Si le gestionnaire ne micromanage pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc, on a vu des affaires, là, jour 1 de télétravail, vous allez me dire ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez me montrer ce que vous avez fait à la fin de la journée, puis ça a besoin de concorder. Et il y a des gens qui nous ont écrit à propos de ça, qui trouvaient ça bien épouvantable, alors qu'ils n'ont jamais eu à faire ça quand ils étaient au bureau. Et pourtant, c'est le même travail qu'ils font. La perception aussi que les heures, puis l'intensité du travailler fort, puis travailler longtemps, la perception que ça, c'est automatiquement égal à de la productivité, des résultats qui ont de l'impact. OK? On va peut-être développer davantage, là, mais il y a un excellent livre qui dit que les heures travaillées et l'intensité et le nombre de tâches faites n'équivalent pas nécessairement à avoir l'impact qu'on veut. Ce livre-là s'appelle Bullshit Jobs. Très intéressant, super lecture, très drôle, mais aussi ça ouvre les yeux, puis c'est difficile après ça je dirais, aller à vos risques et périls, mais avec beaucoup de plaisir. L'auteur, c'est David Graeber. Une autre chose qu'on a entendue suite au télétravail par rapport à se faire surveiller ou surveiller les employés, c'est la mise en place de logiciels de productivité, où
qu'on peut appeler logiciel espion, qui nous oblige à garder la caméra ouverte pour nous surveiller, qui va monitorer un peu ce qu'on tape, qui va même mesurer à quel point on est investi dans les meetings en ligne et tout ça. Donc, évidemment, tout ce que ça crée, c'est une levée de bouclier, ça brise la confiance. La bonne volonté des gens est à sac, mise à sac avec ça. Et puis, évidemment, ça génère automatiquement comment je peux faire pour tricher sur le système, même si j'ai rien à me reprocher, j'aime pas ça me faire surveiller. Donc, en temps normal, les gens ne sont pas nécessairement sous la théorie X, mais à partir du moment où on commence à les gérer comme ça, puis gérer à la dure, le premier réflexe va être de se désengager et de dire comment je peux faire pour tricher. Donc, finalement, les gestionnaires ont raison. À force de gérer les employés d'une certaine façon, ils vont réagir de cette façon-là. Fait qu'on a eu des gens qui nous ont parlé puis qui nous ont dit, tu sais, moi, je suis sous tel logiciel espion, puis ce qu'il fait, c'est qu'il mesure à quelle vitesse je tape. Mais la moitié de mon travail, je tape pas. Fait que là, j'ai des scores terribles, puis je me fais reprocher. Fait que j'ai trouvé un autre petit logiciel qui fait juste écrire sous un rythme à peu près humain dans un notepad des lettres au hasard. Puis là, c'est correct, mais mon score est excellent. Il y a des gens qui vont faire ils ont des meetings à la grandeur de la journée parce que quand ils étaient en meeting, ça comptait comme travailler. Fait que les gens n'avaient rien à se dire, mais ils faisaient des rencontres régulièrement. Ce qui, pour une entreprise et pour les employés, est absolument terrible. Le moral s'en va. On n'a plus l'impression qu'on produit ou on fait quoi que ce soit. C'est rendu, on joue au singe. Ouais. La morale de l'histoire, Maurice, on récolte ce qu'on mesure. Il faut mesurer la bonne chose. Un autre des défis qu'on a vu régulièrement, c'est la difficulté avec les communications. Puis pas juste le fait de pouvoir se parler. Ça, oui. Mais il y a toute la série de niveaux d'approbation qu'il faut aller chercher pour son travail. Quand les employés, on ne leur fait pas assez confiance pour prendre leurs propres décisions, puis ça prend le gestionnaire qui va décider, qui lui-même est pas assez haut dans l'échelle, qu'il faut qu'il demande la permission à quelqu'un d'autre, que tous ces gens-là travaillent de façon séparée un peu partout, mais éventuellement, réussir à faire quoi que ce soit prend une éternité. Puis, rajouter à ça que vous savez, dans une organisation pyramidale typique, quand tu es dans un département, tu parles à quelqu'un qui est dans un autre département, le décorum veut que tu passes par ton patron qui va s'adresser au patron de l'autre, qui là va te mettre en contact avec l'autre pour être sûr que tu ne voles pas du temps à l'autre personne. Mais dans un système où on est tous en télétravail puis qu'il y a des délais de communication, c'est bien qu'on n'est plus capable de collaborer ensemble du tout. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus? J'ai rien à dire d'autre là-dessus. Il faut revoir comment on travaille essentiellement. C'est un contexte qui est différent. Ça demande des solutions qui sont différentes. Juste transposer le travail physique, la manière qu'on travaillait juste la manière qu'on faisait nos meetings dans les salles de meeting, puis transposer ça en télétravail, puis se dire c'est une équivalence 1 à 1. C'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Exact. Ce qui fait que pour réussir à adresser tous ces défis-là, il faut simplement repenser non seulement la façon dont les employés travaillent, qui est le premier réflexe qu'on voit partout. Il faut qu'on trouve quelqu'un à blâmer, fait que ça va être les employés, puis après ça, les gestionnaires. S'ils n'arrivent pas à s'attendre ensemble, c'est leur faute. Mais il faut revoir non seulement comment l'organisation s'organise puis fonctionne, il faut même revoir c'est quoi la productivité, c'est quoi le travail pour nous. Ça, c'est un des éléments clés de pouvoir se transformer dans une organisation qui va être décentralisée. Ce qui veut dire que plutôt que d'essayer de concentrer l'information aux mêmes places puis la prise de décision aux mêmes places, qu'on va l'étendre un peu partout dans notre système pour pouvoir de façon beaucoup plus dynamique réagir à ce qui se passe puis permettre aux gens d'être autonomes sans nécessairement mettre l'organisation en danger. Donc, pour ça, ça nécessite de se demander qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent. Est-ce que c'est un nombre de tâches? C'est-à-dire, on peut transvider de l'eau d'un verre à un autre à longueur de journée puis compter ça comme une tâche à chaque fois. On va en faire des tâches. Ça n'apporte rien. Donc, il y a toute une notion derrière ça qu'il faut qu'on mette de l'avant, qui est la notion de valeur. Okay? La valeur du travail est importante. C'est quoi la valeur? C'est pas ce qu'on perçoit quand c'est important pour nous. De quelle façon c'est important? Quel avantage ça rapporte à notre organisation de faire cette tâche-là? Puis c'est un réflexe qu'on n'a pas. C'est une des choses qu'Olivier et moi, on enseigne le plus en organisation. C'est apprenez c'est quoi la valeur, puis commencez à vous exprimer par la valeur plutôt que de dire
je veux que vous fassiez ça. Ben, dans le but d'obtenir tel avantage sur notre organisation, on pense que voici la stratégie qu'on devrait prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le travail devient beaucoup plus collaboratif. Ça fait que vos spécialistes qui sont proches du problème vont être en mesure de mieux utiliser leurs compétences, leur expérience, leur expertise pour adresser le problème, qui souvent sont aussi ceux qui ont signalé en premier lieu. Tu as dit quelque chose d'important. Les spécialistes proches du problème. Hein? Deux choses par rapport à ça, Maurice. C'est que les gens qui sont le plus proches du problème sont généralement les mieux placés pour le régler. Et le régler, ça veut dire prendre des décisions par rapport à ce problème-là. Ouais. Maintenant, ça s'encadre, on va en parler plus tard. Mais puis ça me rappelle aussi cette petite maxime qui vient de je ne sais pas quel ancien président de Starbucks qui disait ceux qui nettoient le plancher devraient choisir le balai. Simple de même. Ça parle tellement fort, puis ça a l'air ridicule comme exemple, là, mais c'est ça. Imagines-tu, c'est ton boss qui va choisir ton balai, ce que tu utilises à la journée longue, à quel point ça semble étrange. L'idée derrière tout ça, la décentralisation, c'est pas juste de diffuser le pouvoir décisionnel puis les prises de décision, c'est une expression, la manière que j'aime l'expliquer, c'est d'abaisser le centre de gravité de la prise de décision aussi. Hein? Tu tombes de moins haut quand tu pars de moins haut. Donc, c'est quoi la décentralisation? Parce qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est de nous dire bon, on est déjà décentralisé. Mm-hmm. C'est pas le président qui prend toutes les décisions. On a des départements partout, puis des chefs de département. On est décentralisé. Mais ça reste quand même une organisation extrêmement hiérarchique, puis le pouvoir décisionnel est concentré à certains endroits. Plus l'organisation est grosse, plus en fait, c'est une myriade de petites organisations qui travaillent à peu près ensemble. Okay? Mais habituellement, chaque département est pas mal autogéré, même s'ils ont des objectifs qui sont communs, puis ils doivent aller dans une direction commune. On est capable de faire ça dans un modèle pyramidal, organisationnel pyramidal classique, qui existe en fait depuis le 19e siècle. Mais ces modèles-là sont moins bien adaptés à la vie d'aujourd'hui. Puis une des raisons, c'est parce qu'on va découpler l'action, la décision, puis l'imputabilité de tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que la personne qui va travailler n'est pas celle qui a pris la décision. Et souvent, c'est même pas réellement celle qui va être vue comme imputable du résultat. Ouais. On parle de la décision vient de haut, il y a un gestionnaire intermédiaire qui va être imputable, puis tu as un employé qui va faire le travail. Puis la raison à ça, en bonne partie, c'est parce que les employés, on les traite comme des enfants, ne peuvent pas être imputables de quoi que ce soit. Mais en même temps, ce sont des spécialistes. Fait qu'on a besoin des spécialistes, c'est eux autres qui vont faire le travail. Fait un gestionnaire va prendre la décision, mais pour être sûr que lui-même ne soit pas imputable de sa propre décision, il y a un autre gestionnaire intermédiaire qu'on va mettre là, à qui on va donner l'imputabilité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à blâmer, ça va être lui. Oui. Pas un emploi particulièrement plaisant, ça. Non, effectivement. Mais ça se trouve dans pas mal toutes les entreprises. Maurice, il y a une question. Est-ce que tu voudrais qu'on la regarde tout de suite ou tu vas attendre à la fin? Est-ce que la question est pertinente pour que j'arrête tout de suite? On peut attendre à la fin. On peut attendre à la fin. Ça dépend. Si elle est bonne, on va en faire. Écoute, on parlait de valeur tantôt. Hein? Pas facile d'aborder le sujet avec son boss. Ça nécessite de confesser qu'on ne travaille pas à la journée longue. Pas nécessairement. On va en parler. Oui. Mais on va en parler un petit peu plus loin. OK, bon, on regarde pour tantôt. Ça, on va y revenir à la fin, celle-là. Parce que oui, c'est extrêmement pertinent. Puis, en quelque part, non seulement, peu importe si on travaille à la maison, si on travaille en entreprise, on ne travaille pas à journée longue. En entreprise, on a l'air occupé à journée longue. Il y a une grosse différence entre les deux. On avait des statistiques là-dessus, Maurice. Je vais essayer de les retrouver. Oui, fais donc ça. Bon. Sais-tu, Olivier? Continue. J'ai oublié de brancher mon ordi puis je suis en train de manquer de batterie. OK, vas-y. Bon. Fait qu'on parlait tantôt, dans le fond, de changer un petit peu le système pour être capable de s'adapter plus rapidement hein, pas juste aux problèmes qui émergent, mais aussi aux opportunités qui émergent. Donc, l'idée, c'est de remettre en question la sacro-sainte pyramide hiérarchique qui n'est plus vraiment appropriée pour notre époque, et spécialement pour le télétravail, en fait. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut découpler l'action, la décision et l'imputabilité, comme Maurice disait tantôt, en
en ayant la possibilité de prendre action plus proche du problème, c'est-à-dire là où le problème apparaît, dans les équipes directement, ça nous permet d'éviter aussi une certaine lenteur des réactions qui est souvent générée par le chemin bureaucratique que la décision, que le problème doit prendre pour aller chercher une décision ou carrément une permission. Puis ça répond absolument à un concept que la pandémie a propulsé vraiment, vraiment beaucoup dans à peu près toutes les sphères de travail, c'est-à-dire le monde VUCA, que vous connaissez peut-être, VUCA, V-U-C-A. Oui? VICA en français. Ah, VICA en français. C'est la première fois que je le vois en français. Mais c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Voilà. Qui veut essentiellement dire volatile, c'est que le monde change très vite présentement, puis on ne sait pas nécessairement dans quelle direction il va aller. Incertain, c'est qu'il est de plus en plus difficile à prédire. Fait, la plupart des entreprises fonctionnent encore sur des modèles prédictifs, particulièrement pour tout ce qui est finance. Donc, on se prend une journée, puis on décide du budget pour l'année qui vient. C'est long, une année. Il y en a des choses qui vont se passer. Le monde est complexe, c'est-à-dire que quand on porte une action ou on prend une décision, c'est pas possible de voir tous les résultats, de calculer toutes les probabilités qu'il va se passer à quelque chose. Là, je m'entends en écho, Olivier. Baisse ton son. OK. Donc, à cause de ça, on a l'habitude de prendre des gestionnaires de projets puis de les mettre imputables du projet. Toutes les décisions qu'ils vont devoir prendre ou ceux qui vont juste devoir repasser à quelqu'un d'autre, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir savoir c'est quoi le résultat que ça va donner. Mais c'est plate. De nos jours, il y a tellement de variables partout, puis des variables qui vont changer, parce que ce pas toujours les mêmes, que ça devient des systèmes extrêmement complexes qui sont impossibles pour un pauvre être humain à être capable de prédire. Surtout quand on travaille avec d'autres systèmes complexes comme d'autres êtres humains. Donc, le dernier point, c'est ambigu. Ambigu, ça veut dire qu'on ne comprend pas toujours ce qu'on pense qu'on comprend. On peut voir de l'information, comprendre cette information-là, mais on va la comprendre sous une certaine lunette. Puis c'est possible qu'il nous en manque des morceaux. C'est possible qu'on l'ait mal interprété. Donc, tout ça fait en sorte que dans une situation qui est VICA, c'est une situation où on est en danger constant. On n'a pas de contrôle dessus. Donc, puis le désir de contrôle sur lequel la plupart des organisations sont bâties, on veut avoir une belle machine qui fonctionne avec tous les morceaux qui vont rouler de la bonne façon. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. En tout cas, ça ne fonctionne plus comme ça. Les marchés bougent vite, les concurrents bougent vite, à l'intérieur, ça bouge vite, puis là, on se retrouve qu'on ne sait pas quoi faire, puis on panique. Ajoutons aussi deux autres petits éléments qui sont des problèmes du modèle en pyramide. Puis la première, c'est on crée des silos. Entre les départements, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir collaborer ensemble, voire communiquer ensemble. Il y a des guerres de départements, des fois, pour les mêmes budgets. Il y a des gens qui vont être en contrôle, qui veulent être sûrs que ce n'est pas son homologue dans l'autre département qui va utiliser ses ressources à lui pour faire sa job. Fait poser des barrières qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Puis plus l'organisation est grosse, plus on va voir ça souvent. Des fois, c'est une enflure bureaucratique qui va rentrer entre les différents silos pour s'assurer que tout fonctionne bien sûr, ça sert à la bureaucratie, mais qu'il devient tellement énorme qu'à toute fin pratique, c'est impossible de pratiquer au travers d'elle puis de pouvoir collaborer ensemble, on va se débrouiller autrement. Si je peux me permettre, Maurice, c'était déjà difficile avec les silos avant le télétravail. Vous imaginez maintenant qu'il n'y a plus les machines à café, les machines à eau où on peut discuter, se croiser. Et maintenant, les silos sont par défaut dans le sens que tu dois activement poker quelqu'un pour lui parler. On ne se croise plus. Là. Il n'y a même plus ça. Puis même le flot de communication, ça va passer par des gatekeepers, des gens que toute l'information qui est en dessous d'eux va passer par eux autres. Eux puissent décider qu'est-ce qui va passer en haut. Même chose, quand l'information vient d'en haut, ça passe par eux, puis ils vont décider, voir qu'est-ce qui va filtrer jusqu'aux gens en bas. Ces gens-là, souvent, ont compris que leur seule utilité dans l'organisation, c'était l'utilité qu'ils arrivent à créer eux-mêmes en contrôlant le flot de l'information.
Okay? Ils ne peuvent pas me mettre dehors parce que je suis la seule personne qui a cette information-là. Je ne l'ai pas passée ni d'un bord ni de l'autre. Ça, ce sont des individus qui sont de plus en plus dangereux pour des entreprises, surtout des entreprises qui doivent bouger rapidement. Mais on voit ça partout. Plus l'organisation est grosse, plus on va trouver ce genre de gens-là à l'intérieur de l'organisation. Plus il y a plusieurs niveaux de gestion, plusieurs niveaux d'autorité, plus on va voir de gens comme ça. Ça fait partie de la nature de l'augmentation des rangs puis de la bureaucratie au sein de n'importe quelle organisation. Ce qui est intéressant, c'est quand on va vers la décentralisation, on arrive à adresser toutes ces choses-là. La décentralisation, c'est imaginer plutôt que d'imaginer votre entreprise comme une pyramide, okay? Imaginez-la comme une toile d'araignée. Imaginez-là que tous les points de contact dans votre toile d'araignée, ce soit une équipe qui est semi-autonome. C'est-à-dire qu'elle a une mission, elle a un cadre d'opération, elle a son propre budget, elle a ses propres employés dedans, puis elle va essentiellement s'autogérer. Elle va être capable de prendre des clients avec lesquels elle a besoin de travailler ou peu importe la nature du travail qu'elle fait. Elle va être capable d'identifier ses propres problèmes, de remédier à ses propres problèmes, de prendre ses propres décisions. Là, ça a l'air gros et hyper dangereux, mais ça ne l'est pas nécessairement. L'idée, c'est de créer le bon cadre autour de ces équipes-là. Puis on dit en toile d'araignée parce que tous les systèmes de communication ne fonctionneront pas en pyramide. Okay? Un point dans cette toile-là ne se rapporte pas nécessairement juste au point en haut d'elle, mais va être capable d'aller communiquer avec n'importe quel autre point au sein de la même toile, au besoin. On a besoin de parler avec un spécialiste qui fait quelque chose, on cherche dans l'entreprise c'est qui, puis on va l'aborder directement. D'un autre côté, il y a quand même des gens dont l'emploi, c'est de s'assurer que tout le système fonctionne bien. Hein. Ce sont nos mêmes gestionnaires qu'avant. Mais ces gens-là, à ce moment-là, ne sont plus là pour contrôler ce que les gens font, mais sont là pour être certains que tout le monde reste aligné. Ils sont là pour être certains que les éléments qu'une équipe n'est pas nécessairement en mesure de toucher parce qu'elle n'a pas un cadre d'action suffisamment élevé ou une autorité suffisamment élevée, hein, ça dépasse de leur bac à sable à eux, que ces gestionnaires-là vont être en mesure d'intervenir puis enlever des embûches, débarrer des portes, mettre les bonnes personnes en contact. Donc, puis en même temps, ils ont de vérifier que les objectifs qu'on a, la valeur qu'on va aller chercher, est-ce que cette équipe-là demeure focusée dessus? Puis si elle ne l'est pas, juste d'y rappeler. Hein, c'est important que la valeur qu'on essaie d'aller chercher soit claire, mais à ce moment-là, ces gens-là sont là juste pour être gardiens de cette valeur-là. Dans le fond, dans un système plus décentralisé, le rôle du gestionnaire s'éloigne de plus en plus du comment et du quoi, et ça va davantage vers pourquoi on doit faire le travail. C'est davantage aussi un rôle de support. Un support important. Mais la question, on va le voir un peu plus loin, la plus importante qu'un gestionnaire se doit de poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous permettre de réussir? Ouais. Un modèle décentralisé comme ça a aussi un autre grand avantage. C'est ton modèle en pyramide, il faut le calculer, il faut le mettre en place. Chacun des gestionnaires a un certain nombre de personnes sous lui, puis souvent, il y en a qui sont particulièrement jaloux du nombre de personnes qu'ils ont. Mais dans un modèle décentralisé, chacun des nœuds, chacune de ces équipes-là qui existent, va exister tant et aussi longtemps qu'elle a un besoin pour sa mission. Okay? Ce n'est pas une question de on embauche des gens pour les mettre dans des trous, mais c'est une question de on a des besoins, on forme une équipe capable de travailler sur ce besoin-là, puis elle va exister tant et aussi longtemps qu'elle a une raison d'être. Quand il n'y a plus de raison d'être, on peut dissoudre l'équipe, puis on va récupérer les gens ailleurs. Il va y avoir un autre besoin qui va émerger. Hein? Dans un monde VICA, comme dans lequel on vit, il y a toujours de nouveaux besoins qui vont émerger. Oui, puis c'est ce qui fait aussi que, je m'excuse de t'interrompre, Maurice, que la différence avec les hiérarchies, hein, c'est que le modèle hiérarchique, si tu avais un département qui tombe, ça affecte tout le reste du réseau. Hein? L'idée d'avoir des nœuds comme ça, hein, une toile d'araignée, ou comme tu disais, tu peux facilement enlever une partie, la remettre ailleurs sans tout déstabiliser, parce qu'ils sont autonomes, et parce qu'ils sont capables de vivre comme une entité. Ouais. C'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que les départements cessent d'exister. Hein? Il peut y avoir des grandes sphères dans lesquelles plusieurs de ces équipes-là vont pouvoir opérer. Mais par le fait que c'est beaucoup plus dynamique,
comme organisation. Puis encore là, on parle, c'est pas une personne en haut qui va décider, on va éliminer ce groupe-là parce qu'il est plus utile. Souvent, ça va venir du groupe lui-même qui vont dire, notre mission est finie, puis le problème est réglé. Et on va dire, il est temps qu'on passe à autre chose. De la même façon, ces équipes-là sont très, très hands-on. Hein? Ce sont des équipes d'action qui vont prendre la décision puis qui vont voir l'imputabilité aussi au sein de la même équipe. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés à un endroit avec une mission puis un cadre d'opération. Le cadre d'opération qui va rentrer le budget qu'ils ont pour opérer, jusqu'à quelle, on va dire, taille de décision qu'ils sont capables de prendre. Souvent, ça va être quantifié en argent. Puis, c'est quoi les ressources qu'ils ont à leur disposition? Puis, à l'intérieur de ce cadre-là, ils doivent adresser le problème qu'ils ont. Puis, s'ils ont d'autres problèmes qui vont voir émerger, bien, c'est les premières personnes qui vont voir ces problèmes-là émerger et qui vont être capables d'y réagir. Donc, ils vont devoir prendre les bonnes décisions pour régler ça rapidement plutôt que de laisser le temps à un problème de grandir infiniment. Comme c'est le cas à beaucoup d'endroits. Hein? On ne le voit pas, on préfère pas le voir, jusqu'à temps que le prochain budget annuel mette de quoi là-dessus. Donc, ça, c'est la base du modèle décentralisé est là. Ça demande un certain changement dans les notions de gestion qu'on a. Comme par exemple, la productivité, comme on disait tantôt, ce n'est plus une question d'heures, ce n'est plus une question d'un nombre de tâches. C'est une question de résultats. Puis des résultats de valeur. Tu sais, on peut dire, j'ai fait 2 756 tâches cette semaine, fait que j'ai des gros résultats. Mais si ces tâches-là n'apportent pas l'organisation ailleurs ou ne sont pas alignées avec la direction dans laquelle l'organisation veut aller, elles n'ont pas de valeur en tant que telle. Donc, la notion de valeur est au cœur de tout cet élément-là parce qu'on doit donner une certaine latitude à chacune de ces équipes-là de se gérer elles-mêmes. Donc, pour réussir à se gérer, il faut comprendre le pourquoi on travaille. Dans les organisations pyramidales, ce qu'on a là présentement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'avouer, mais nous, en tant que coach, on le voit assez régulièrement, qu'il y a une décision qui arrive, que quelqu'un demande de quelque chose. Quand quelqu'un comme moi demande pourquoi, ça va servir à quoi, bien là, on se fait regarder bizarre. Souvent, la réponse au pourquoi, c'est parce que je l'ai demandé. Okay? Ça prend plus que ça, là. Et bien souvent, les gens qui vont nous donner le travail à faire ne savent pas non plus pourquoi ils nous donnent ce travail-là à faire. C'est une demande qui vient d'ailleurs. Donc, c'est important de comprendre l'avantage stratégique que l'organisation va gagner par ce travail-là. En le communiquant à ceux qui vont faire le travail, ça veut dire qu'on va leur donner l'opportunité d'utiliser l'ensemble de leur expérience puis leur expertise. Parce que peut-être que la solution qu'on a en tête, que normalement c'est ça qu'on donnerait, exécutez-moi telle chose. Bien, soudainement, on arrive avec le problème puis le résultat désiré plutôt que la solution. Ça ne marche pas. On voudrait aller vers ça. Comment on fait? Puis c'est à l'équipe de pouvoir travailler puis de se développer. Ce qui nous amène au deuxième point. OK? Le deuxième point, c'est d'avoir des équipes autonomes. Dans un modèle décentralisé, si on n'a pas d'équipe autonome, ça ne fonctionne pas. Et là, je ne dis pas des gens autonomes, je parle d'équipe. Avoir tout le monde dans votre organisation, chacun de leur côté, qui travaille sur leur petite affaire et qui ne se parle pas, ça va vous causer des problèmes terribles. Quand on parle de décentralisation, le réflexe de la plupart des gens, c'est de penser à quelque chose comme ça, simplement parce que ça reflète ce qu'ils connaissent déjà. On a beau travailler en équipe beaucoup aujourd'hui, c'est super populaire dans les organisations. On voit très peu d'équipes, en fait. On voit des regroupements de personnes assignées au même projet. Il y a une différence. Ou sous le même patron. Ou sous le même patron. Automatiquement, c'est une équipe. Une équipe sont des gens qui vont devoir collaborer, qui vont devoir s'auto-organiser ensemble, qui vont fonctionner comme une unité. Okay? Puis là, il y a des gens, je pense, qui sont en ressources humaines ici, et que je vais peut-être les faire grincer des dents, mais une équipe devrait être évaluée en tant qu'équipe, pas en tant que personne. L'évaluation annuelle ou quand vous demandez est-ce qu'on devrait donner un bonus ou pas, ça se fait en termes d'équipe, pas en termes de personnes. Les équipes vont s'autogérer elles-mêmes. Okay? Donner le bonus à l'équipe, ils vont se le répartir entre eux autres. Et s'il y a quelqu'un qui a pris des vacances ou qui n'était pas là ou qui s'est traîné les pieds, ça va être un bon moment pour que l'équipe gère le propre linge sale. Plutôt que d'attendre à ce que quelqu'un qui n'a virtuellement pas de contact avec eux autres, magiquement le fasse de la bonne façon. Ouais. Et Maurice, c'est comme au hockey. Hein?
si on récompensait les joueurs pour le nombre de buts qu'ils font, il n'y aurait pas beaucoup de passes. C'est un peu ça qu'on fait en donnant des bonus ou même carrément des rémunérations basées sur la personne et pas sur l'équipe, le travail d'équipe, essentiellement. Donc, ce qu'on encourage puis ce qu'on propose est discordant. Exact. Il faut aussi se dire que dans des modèles plus traditionnels, les gens qui se retrouvent dans des positions de leadership ne sont pas nécessairement des leaders, c'est des boss. La différence entre un leader et un boss, c'est que le leader va être capable d'inspirer les gens à vouloir le suivre, puis le boss va simplement vouloir que les gens respectent son autorité. Quand on me demande est-ce que mon patron est un leader, la réponse que je dis, c'est s'il n'y avait pas d'autorité sur toi, est-ce que tu le suivrais volontairement? La réponse est les gens qui quittent une entreprise, on le voit de plus en plus souvent, c'est à cause de leur boss. Ils n'aiment pas travailler avec. Puis ces boss-là, en fait, sont dans un rôle qu'ils ne devraient pas avoir. Ce n'est pas parce que ce pas des gens compétents. Il y en a qui sont extrêmement compétents, qu'ils ont juste été promus à un endroit où ils n'auraient pas dû être promus. Ce sont des gens qui, par souvent manque de confiance, même s'ils ont l'air d'en avoir beaucoup, vont savoir que si tu ne veux pas te retrouver avec des employés qui vont tous se dresser contre toi, il faut que tu divises pour mieux régner. Et tu te retrouves avec pas d'équipe, tu te retrouves avec une collection d'individus, parce que tant que ce sont des individus, tu es capable de faire de la pression sur eux autres, tu es plus fort qu'eux autres parce que tu as un lien d'autorité. Tandis que quand tu s'adresses à une équipe en tant que telle, tu ne peux pas faire ça. C'est beaucoup plus difficile, aussi physiquement imposant comme moi qu'on est, puis qui peut parler avec une grosse voix, puis avoir l'air fâché, de réussir à intimider un groupe de 5-6 personnes dont la moitié ne prendront pas au sérieux. Ouais. On va en parler plus tard du leadership, Maurice. On va en parler plus tard. Donc, ce qu'on veut faire avec ces équipes-là, on veut les traiter en adultes, donc capables de prendre leurs propres décisions puis de gérer leurs propres affaires. Pour ça, ils ont besoin d'avoir la bonne information. Ouais. Combien de fois, dans une organisation, tu parles aux équipes, tu parles aux gestionnaires de projet, on ne parle pas des gestionnaires financiers. Tu as bien des endroits que la personne qui gère le travail et celui qui gère les finances, c'est deux personnes séparées puis ils ne se parlent à peu près pas. Des gens et des travailleurs qui n'ont aucune notion de combien ils coûtent et de combien ils rapportent à l'organisation. Ouais. Ça, il faut changer ça. Si on veut avoir des adultes, les adultes doivent être capables de se gérer financièrement, être capables de gérer leur temps, être capables de gérer leurs priorités. Ça, c'est des choses qu'il faut leur enseigner parce qu'on a appris toute notre vie, toute notre carrière à obéir à quelqu'un qui est probablement plus intelligent que nous autres parce que c'est lui qui nous dit quoi faire, ce qui n'est pas le cas. Avec un peu de formation pour ça, ça n'a pas besoin d'être extrêmement grand, je veux dire, être capable de balancer ce que je coûte puis qu'est-ce que je rapporte, on veut faire telle action, cette action-là, on regarde, on peut évaluer après le temps que ça va nous prendre, ça va nous coûter tant, puis nous autres, puis elle devrait rapporter tant. Est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas? Là, on se retrouve avec une discussion. Même s'il y a une demande, on peut toujours se demander, OK, patron, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis, plus que ça, ça peut amener l'équipe à dire, on y a pensé parce qu'on est les experts dans ce domaine-là, puis on a trouvé une autre façon qui, elle, pourrait valoir la peine. Ouais. Spécialement quand on commence à jouer avec les coûts et qu'on comprend ce qu'on vaut, ce qu'on rapporte, qu'il y a une certaine... on est... Comment on dit ça? Tu sais, quand on peut parler la langue des finances. Ouais. Il y a des entreprises qui ont ouvert leurs livres en donnant une formation en finance à leurs employés pour qu'ils prennent de meilleures décisions. Puis on en a interviewé quelques-unes sur notre show. Oui. Donc, Lumca, entre autres, super intéressant à voir. Une entreprise qui n'a pas de gestionnaire du tout. Super. Les gens décident de leur salaire. Le fait est, ce qu'on veut, c'est que ces groupes-là, ces équipes-là soient en mesure de prendre des bonnes décisions, qu'ils soient en mesure d'avoir envie de travailler pour la prospérité de l'organisation. Ça, c'est fort. On n'arrête pas d'exiger aux gens qu'ils soient motivés, mais ils ne sont pas engagés. Quand on parle de motivation, c'est qu'on veut les faire travailler dur. Mais ce qu'on a vraiment besoin, c'est des gens qui sont engagés, qui vont considérer l'organisation comme quelque chose qui vaut la peine d'être défendu, puis qui vaut la peine d'amener vers la prospérité. Puis même si des nouveaux employés rentrent avec déjà cet engagement-là,
Dans la plupart des entreprises, ça va prendre 2 à 3 semaines qu'elle va être partie. Pourquoi? Parce que personne n'écoute ce qu'ils disent. Ah, prends ton temps, d'ici 5 à 10 ans, quelqu'un va commencer à t'écouter. Ils vont se faire ridiculiser. Il va y avoir des gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés qui vont prendre des décisions puis leur dire quoi faire à eux autres qui sont les gens qualifiés. Fait qu'ils voient qu'ils n'ont aucun impact sur l'organisation. Mais quand on change ça, puis que c'est eux autres, en fait, qui sont qui vont faire l'action, qui ont le pouvoir décisionnel, puis qui ont l'imputabilité. Les trois ensemble. À ce moment-là, ils vont être capables d'agir en adulte, puis de pouvoir amener le meilleur de ce qu'ils sont capables d'amener. Mais ça, devenir imputable aussi, c'est une grosse marche. Pas parce que c'est difficile c'est pas parce que c'est techniquement difficile pour les gens. C'est parce que c'est souvent psychologiquement difficile parce qu'ils ne l'ont jamais été. Soudainement, tu es responsable de tes décisions. Oui. Ou ils l'ont été, mais ils n'avaient pas l'autonomie d'action et la prise de décision. Ils ont été imputables pour les choix des autres. Et là, bien sûr, on résiste à vouloir être imputable pour notre propre choix puis notre propre autonomie. Là. Hein, souvent, ça a été, les gens ont été complètement PTSD à avoir été blâmés pour les problèmes ou les actions des autres. Là, je regarde l'heure qui passe. On va accélérer un peu. On va accélérer. Chaque groupe chaque groupe comme ça doit être en mesure de s'autogérer. Donc, comme je disais, qu'ils doivent connaître et comprendre le coût et la valeur de ce qu'ils créent. Ils doivent pouvoir gérer leur temps en fonction des objectifs qu'ils ont à atteindre. Ça, c'est important parce que la question qu'on avait tantôt, on ne travaille pas toute la journée, ben, on n'a pas besoin de travailler toute la journée. Si on prend les bonnes décisions et qu'on est capable d'éliminer le travail qui n'apporte pas de valeur, soudainement, on s'aperçoit que peut-être la moitié de notre journée où on fait quelque chose de vraiment productif. Ben, si on se concentrait là-dessus, pas nécessairement pendant 8 heures de temps, des fois, après 3-4 heures, c'est beau puis c'est fini. Ben, tu peux prendre un autre morceau puis faire autre chose ou pas. Si vos objectifs sont toujours atteints, voire même un peu dépassés, qu'est-ce que ça change si tu prends ton jeudi après-midi? L'idée avec ça, c'est que l'équipe doit être en mesure de pouvoir gérer leur temps ensemble. S'il y a un membre de l'équipe qui travaille mieux de soir ou de nuit, ben on a juste à lui dire, écoute, on va faire des rencontres au début ou à la fin de son chiffre, qui s'est lui-même mis, pour être sûr qu'on est tous coordonnés comme il faut. Puis le restant du temps, ben, fais ce que tu as à faire, tu es capable d'avancer quand nous autres, on n'est pas là. C'est la même chose aussi s'il y a des employés qui veulent partir en vacances ou des enfants malades, puis ils peuvent moins se pointer ou il va être moins là. Travailler avec le reste de l'équipe pour rebalancer le load de travail pour être sûr que les objectifs soient atteints. Puis là, avant que vous me disiez, ce que vous ne ferez pas parce que vous ne va pas me parler, il y a des gens qui vont en abuser. Ben écoute, c'est facile d'abuser d'un gros système puis de ne pas se faire pincer. Quand on est dans une équipe de 5 à 7 personnes puis qu'il y en a un qui se traîne les pieds, c'est pas très long que les autres vont y taper sur l'épaule puis dire « Garde, cher, on va avoir une petite discussion. » Puis des fois, la discussion, elle a intérêt à être là parce qu'il manque un peu de formation. Des fois, parce que la personne n'est pas à bonne place. Des fois, parce que, et ça arrive, dans de rares cas, on a une pomme pourrie qui n'a juste pas envie. Ben, à ce moment-là, l'équipe devrait être en mesure de décider, hey, est-ce qu'on se débarrasse de cette personne-là? Ça peut être, puis débarrasser, je ne parle pas nécessairement de mettre dehors, des fois, ça peut juste être demandé, est-ce qu'il y a une autre équipe dans laquelle il serait plus à l'aise, plus heureux, que ça fonctionnerait mieux? De même façon, si l'équipe a besoin de plus de main-d'œuvre, est-ce qu'ils peuvent embaucher? Pas nécessairement toujours à l'externe, ça peut être à l'interne. Des équipes qui se retrouvent avec des gens qui ont moins besoin, qui avaient besoin de plus au départ, donc qui sont flottants. Est-ce que nous, on peut l'embaucher? On a le budget, on a calculé ça, vu les résultats qu'on apporte, si nous donnez un coup de main. À ce moment-là, votre équipe devient le centre de tout ce qu'elle fait. Puis vos spécialistes, ressources humaines, finances, tout ça, deviennent des personnes ressources. Tu vas les voir, puis tu te dis, ben notre besoin est là, c'est ça qu'on veut faire, peux-tu nous aider? Ça les rend pas obsolètes. Ça fait juste modifier un peu leur rôle. Ça leur permet d'être des gens de soutien, ça leur permet d'être des gens qui vont permettre d'aller plus loin que ce que l'équipe aurait pu sinon. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Les communications, ça c'est important. On voit beaucoup, une des activités qui a probablement le moins d'impact dans une organisation, c'est les derniers rapports. Les rapports sont longs à faire, fatigants à faire, ça énerve tout le monde, puis bien souvent, personne ne les lit. On a des belles histoires comme ça sur notre show à raconter, mais pour faire vite, l'idée, c'est l'information ne devrait pas être donnée au compte-gouttes, ne devrait pas être nécessairement filtrée.
Si on va avoir des équipes autonomes comme ça, l'information devrait être disponible live. Où est-ce qu'on est rendu? Puis il y a des outils qui existent pour ça aujourd'hui. Si moi, je prends une tâche, puis on sait qu'il y a plusieurs étapes dans cette tâche-là, on devrait être capable de pouvoir suivre l'évolution de la tâche jusqu'à la fin. Pas suivre quand moi, je décide que je veux le montrer où est-ce qu'on est rendu, mais à chaque fois que je touche puis je joue avec cette tâche-là, son statut change. Ce qui fait que quelqu'un qui est là pour mesurer l'avancée n'a pas besoin de venir me demander, puis Maurice, où est-ce que tu es rendu, ou là, je pourrais dire qu'est-ce que je veux. Il est capable directement de voir, des fois à plus grande échelle même, l'avancée du travail. On est-tu dans les temps, on n'est pas dans les temps. On est-tu dans le budget, on n'est pas dans le budget, sur un paquet d'éléments différents. Et souvent, une seule personne n'était pas capable de vous répondre. Avec cette vue d'ensemble-là, ben là, le gestionnaire est capable de se dire, est-ce que j'ai à intervenir? Si intervenir, c'est pas nécessairement négatif. C'est-à-dire de regarder, moi, je vois cette tendance-là présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça puis revenir où est-ce qu'on est? Des fois, c'est lié à un problème qu'aucun individu a vu. Mais parce que le gestionnaire est capable de voir beaucoup d'informations qui sont rassemblées comme ça, il va voir qu'il y a un problème, puis quand on se penche dessus, on le trouve, puis on peut l'adresser. Donc, ça change beaucoup les dynamiques dans une organisation parce qu'on passe de donner des ordres à avoir des conversations. Ça passe de chercher qui blâmer à trouver où est-ce qu'est le problème, pas qui, qu'est-ce qui est le problème, travailler avec les gens à comment on fait maintenant pour le régler. C'est le jour puis la nuit, puis en même temps, c'est tous des éléments qui vont faire qu'un employé va se sentir valorisé plutôt que chassé comme une sorcière. Il va se sentir valorisé parce que son expertise est là, son opinion a une importance. Quand il y a un problème, il est consulté pour trouver la solution. On a rencontré des entreprises que quand la pandémie a commencé, puis le besoin était de mettre les gens à la porte parce qu'il n'y avait plus les moyens pour les garder pendant un certain temps, la solution qu'ils ont trouvée a été de parler aux employés puis leur dire la situation, c'est ça. On n'a plus le budget, qu'est-ce qu'on fait? Puis, ben, certains des employés ont dit, sais-tu, je suis plus que dû pour un congé, j'ai un peu d'avance, je m'en vais moi-même, pas besoin d'avoir un emploi un autre. D'autres qui vont réduire leur heure, d'autres qui vont faire ci, d'autres qui vont faire ça, d'autres qui vont dire, ben écoute, on a besoin d'avoir des nouvelles sources de revenus, on voudrait faire une équipe puis aller explorer ça, on y pense depuis un petit bout, on voudrait essayer quelque chose. Donc, parce que vous avez ces conversations-là avec les gens dans votre organisation, vous allez pouvoir avoir des nouvelles possibilités émerger. Vous allez garder des gens qui vont être engagés, c'est-à-dire qui vont vouloir continuer à travailler là. Ce sont des gens qui vont rester au travail plutôt que de vouloir aller ailleurs, parce qu'ils savent très bien que ce genre de conditions-là, ils ne seront pas ailleurs non plus. C'est sûr. Est-ce que quelque chose à rajouter, toi? Non. Tu veux-tu que je prenne le leadership, Maurice? Vas-y donc. Oui, parce que là, je te voyais aller. Je vais faire ça rapidement, puis après ça, on pourra répondre à quelques questions. Mais ce qui est important dans ce modèle-là, c'est que garder la posture de leadership plus traditionnelle va être excessivement difficile parce que nécessairement, les équipes sont plus autonomes, vont prendre leurs propres décisions. Donc, qu'est-ce qu'un manager fait dans ce temps-là? Donc, l'idée, c'est de migrer vers un concept qui est pas tellement difficile à comprendre, peut être difficile à mettre en place selon l'attitude qu'on a en tant que gestionnaire, hein, d'aller vers le leadership d'intention. Il y a un livre génial qui a été écrit là-dessus par le capitaine David Marquet. Le livre s'appelle Turn the Ship Around. Je le recommande. C'est un des livres les plus importants sur le leadership qui a été écrit dans les dernières années. Et très facile à trouver sur YouTube. Turn the Ship Around, une conférence de 25 minutes à peu près. Le gars, il a essentiellement changé un sous-marin en usine à leadership. Okay? Il est sorti de là 9 fois plus de capitaines de sous-marins que dans n'importe quel autre sous-marin. Okay? Simplement, en disant, je ne donnerai plus d'ordre. Je vais vous donner, c'est quoi mes intentions, pourquoi je veux faire ce que je vous demande de faire essentiellement. Donc, en donnant le résultat qu'il souhaitait avoir, plutôt que quoi faire et comment le faire, puis en s'assurant que ces gens sont très bien formés, une formation technique très pointue, les gens ont commencé aussi dans son équipage à donner leurs intentions et à se laisser challenger et également à prendre des bonnes décisions en équipe. Ce besoin-là, essentiellement, c'est ce qu'on a dit plus tôt, hein, de donner le pourquoi, donner la valeur qu'on essaie d'aller chercher, puis donner un cadre autour. Voici le périmètre dans lequel vous pouvez prendre ces décisions-là. Hein? Ce n'est pas des décisions at large
allez, voici la carte de crédit. Mais il y a des décisions, par exemple, on peut avoir un terrain de jeu budgétaire, on peut avoir un terrain de jeu technologique. À l'intérieur de ce terrain de jeu-là, vous prenez toutes les décisions nécessaires pour aller atteindre l'objectif qu'on souhaite aller chercher. Donc, l'intention doit être très, très clairement exprimée et souvent. Donc, le gestionnaire devient le porte-étendard de la valeur qu'on veut aller chercher, de l'objectif, de la vision pour l'équipe. Ça va demander aussi un certain changement de mentalité dans tout ce qui est approche au recrutement. Hein, le besoin de s'éloigner un petit peu de la description de tâches traditionnelles qu'on connaît, puis de changer ça vers est-ce qu'on a ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Il y a un certain besoin de dynamisme et de flexibilité ici. Hein? Quand on a un objectif, puis c'est arrangez-vous pour l'atteindre, si on a plein de gens qui disent c'est pas dans ma description de tâche, ça, on a un problème. Donc, être capable de pouvoir aller fouiller, explorer, faire des petites expériences contrôlées, et ça va prendre aussi une mentalité des employés pour être capable de faire ça. Mais c'est excellent pour développer les employés. Absolument, en fait, ça va les sortir de leur zone de confort, mais ça va très, très les rassurer, le fait qu'ils prennent eux-mêmes des décisions, et donc, oui, ils sont imputables, mais de leur propre décision. C'est leur faute, un pire. C'est leur faute, mais c'est aussi grâce à eux qu'ils vont réussir, pas juste grâce aux décisions de quelqu'un d'autre. Donc, au risque de nous répéter, la question la plus importante que le gestionnaire doit poser constamment, de quoi vous avez besoin pour réussir, puis pour être à votre meilleur. C'est la job d'un manager d'aller porter ça, pas attendre que quelqu'un s'en aille pour le sortir de sa poche. Hein? Tous les jours, toutes les semaines, de quoi vous avez besoin, je vais aller chercher pour vous, je vais enlever votre bloquant, puis je vais être un lubrifiant là, pour s'assurer que tout va sur des roulettes. Hey, Maurice. Avant qu'on passe aux questions. Ouais, tu voulais raconter des avantages du système, hein? Oui, c'est ça. Juste résumer, en gros, c'est quoi les avantages du système? Un petit peu, là, j'ai mes notes. Là. Hein? Ça va permettre aux problèmes d'être réglés beaucoup plus rapidement parce qu'ils vont être réglés à partir du point d'entrée qu'ils ont. Les premières personnes qui vont se rendre compte que le problème existe vont habituellement être ceux qui vont le régler, puis souvent sans même avoir eu besoin de leur demander la permission ailleurs. Donc, ils ont la capacité d'agir rapidement pour régler quelque chose. Ceux qui travaillent en service à la clientèle, vous allez le savoir, quand vous avez un client pas content au bout du fil, vous n'avez pas 2 semaines ou 2-3 jours pour réussir à y arriver avec une solution qui va le satisfaire. Souvent, c'est dans une couple de minutes. Si vous avez la capacité à pouvoir agir jusqu'à un certain point, si le problème n'est pas trop dur à régler, ça va être facile pour vous autres de le faire. S'il est plus dur, ça prend un peu plus de temps, mais néanmoins. Il faut porter attention aux changements et aux tendances du marché pour mieux diriger l'organisme. Donc, le groupe de direction de l'organisation a encore un rôle à jouer. Plutôt que de regarder derrière eux autres comment l'entreprise est gérée, il faut qu'ils regardent devant où est-ce qu'ils veulent l'amener. Puis qu'ils arrivent à communiquer clairement l'intention de où est-ce qu'on veut amener l'organisation. Ce qui fait que tous les points, les groupes les plus, on va dire, influents au sein de l'organisation vont être capables de traduire cette information-là pour les autres sous-groupes derrière eux autres. Un petit peu comme les départements, comme les tas de départements faisaient avant. On prend la mission, puis on se retourne, puis on dit, c'est ça qu'on va faire cette année. Sauf que là, ça va être appelé à bouger beaucoup plus facilement, puis les gens interpellés à, on va dire, pas dicter, mais aider à se diriger dans la bonne direction peuvent changer avec le temps, dépendamment de qu'est-ce qui va être mis de l'avant. Mais ça veut aussi dire que les gens qui sont sur la ligne de feu, les gens d'action dans l'organisation, sont ceux qui sont les mieux placés pour trouver la bonne façon pour atteindre les objectifs de l'organisation. Ça va faciliter l'innovation en donnant aux équipes la latitude pour adresser les problèmes qui sont en avant eux, puis qui va leur donner la capacité à pouvoir mener leurs propres petites expériences contrôlées. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais on en parle beaucoup dans notre show. Si vous êtes intéressé, allez voir ça là. C'est essentiellement une façon pour explorer puis trouver d'abord la moins pire solution, celle qui ne cassera pas, ce n'est pas nécessairement la meilleure, mais on peut la trouver rapidement. Puis après ça, continuer à itérer dessus pour réussir à trouver finalement c'est quoi le meilleur fit entre ce qu'on a, entre nos ressources et puis le problème. Ça facilite le développement des gens et l'émergence des leaders naturels. À partir du moment où les gens sont capables de s'exprimer, travailler entre eux autres,
forger leurs propres liens, il y a des gens qui vont émerger. Fait que ceux à qui vous devez donner une promotion pour les faire monter, ça va être clair, c'est qui. Les gens qui sont là depuis longtemps ne sont pas nécessairement ceux que vous voulez promouvoir verticalement, vous pouvez les promouvoir horizontalement. Reconnaissez leur expérience et leur expertise et payez-les en conséquence. C'est ça que je veux dire. Donnez-leur la capacité de pouvoir en mentorer d'autres s'ils sont bons pour le faire. Donnez-leur d'autres responsabilités s'ils en ont envie. Mais le fait est, rendez-les pas des gestionnaires quand ils ne sont pas nés pour ça. Rendez-les pas des boss quand c'est des leaders que vous avez besoin. Ouais. Finalement, un modèle décentralisé comme ça, et pour moi, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, c'est un point très, très important à mon cœur, ça aide à réduire l'enflure bureaucratique. Et la bureaucratie, ça a tendance à grandir par elle-même. Hein? Ça va juste d'un côté, on va la nourrir, puis là, ça va grossir, mais elle est hors de notre contrôle, puis beaucoup d'organisations deviennent juste victimes de leur propre bureaucratie avec personne qui est réellement en autorité pour pouvoir changer ça. Ben, un modèle décentralisé comme ça, comme les relations se font plus directes, c'est aussi beaucoup plus informel. Donc, on évite une grande partie de la bureaucratie. On n'a pas besoin d'avoir 18 épaisseurs de gestionnaires pour prendre une décision. Parce que la plupart des décisions vont être prises à la base. Quelqu'un demandait aussi, est-ce que ça aide à régler le problème de politique interne? Ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça en règle beaucoup. Ouais. La raison pour laquelle ça en règle beaucoup, c'est parce que les gens ont beaucoup moins d'autorité sur les autres dans un modèle comme ça. Et à partir du moment où toi, tu n'es pas payé pour être le boss des autres, tu as beaucoup moins de pouvoir, puis les gens, à cause de la structure, sont capables de te contourner. Donc, éventuellement, quelqu'un qui veut juste faire de la politique, qui veut juste contrôler de l'information, qui veut juste être plus fort que l'autre à côté, va devenir complètement, j'ai irrelevant, mais Olivier, non pertinent. Non pertinent pour l'organisation. Puis à ce moment-là, ben, il fait comme se mettre, pointer les projecteurs sur lui à chaque fois qu'on a besoin de parler de qui est-ce qui est le problème dans la place. Ouais. Donc, ça ne règle pas tout, mais ça en règle quand même. Ça fait aussi que les politiques vont être beaucoup plus réduites souvent à l'intérieur d'une même équipe. Mais dans une équipe, tout le monde sont à peu près au même niveau. Donc, c'est plus difficile de se cacher derrière les procédures, de se cacher derrière quelque chose. Si vous voulez faire de la politique puis jouer avec les autres, vous êtes devant les gens qui vont vous évaluer. Vous êtes devant les gens qui peuvent très bien décider que c'est un problème puis il faut qu'on remédie à ce problème. Ouais, c'est ça. Donc, ça facilite ça. Oui, j'ai une question qui est géniale. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises qui se sont transformées dans ce sens, des études de cas qu'on peut lire et être utilisées comme des sources d'inspiration? Premier réflexe, je ne sais pas si tu l'as en arrière de toi, Maurice, le livre Corporate Rebels, c'est une collection d'exemples de partout dans le monde, des entreprises qui sont allées très loin dans le progressisme et la décentralisation est l'une des tendances qu'ils observent. Corporate Rebels, un groupe qui sont en Hollande, je crois, super intéressant et ça aussi, à lire à vos risques et périls, vous voudrez plus vivre autre chose après. Ce groupe-là a été une grande inspiration pour tout ce qu'on fait. D'autres groupes importants, Hire, qui est une compagnie qui faisait des électroménagers et pas très bon. Éventuellement, ils ne travaillaient même pas sous leur propre marque, ils travaillaient sous d'autres petites marques cheap venant de Chine. Maintenant, on commence à travailler sous leur propre marque. Mais en se décentralisant comme ça, ils sont devenus une véritable usine à micro-entreprise avec des employés qui, plutôt que de se mettre ensemble, j'ai juste adressé un problème, se mettaient ensemble, adressaient un problème avec une solution, puis en faisaient une entreprise avec les autres mini-entreprises comme clients, voire des clients ailleurs. Et là, je viens de perdre ma caméra. Hein? Ouais. Comment ça se fait que la caméra est débranchée? Je ne sais pas, j'ai dû m'accrocher dedans tantôt. Je vais la changer. Maurice, il reste une minute. Bon, on a-tu répondu aux autres questions? L'autre question qui restait, c'est quel modèle de suivi on recommande? Il y en a deux autres données. Oui. Allez, juste donner deux autres études de cas plus proches de nous. Oui, vas-y. Gravity Payment aux États-Unis avec Dan Price. Le gars poste souvent sur LinkedIn, qui est le CEO qui a décidé de donner un salaire minimum de 70 000 $ à toute son équipe, lui-même en coupant son propre salaire. Puis, c'en est un qui consulte ses employés
pour tout le temps. Donc, puis depuis qu'il a pris cette décision-là, il a fait rire de lui en disant que ça ne fonctionnerait pas. Ben, sa business a grossi, les employés ont grossi, il y a plus d'employés qui sont propriétaires de maisons puis qui ont fondé des familles. Puis ici, au Québec, on a un épisode, en fait 2 épisodes de notre show avec Lumca, qui est une entreprise qui s'est non seulement décentralisée, mais qui a enlevé toute la couche de manager. Fait que c'est super intéressant. C'est vraiment extrême là, ce qu'ils ont fait, mais ça vaut vraiment la peine. Ouais. M'excuse. Ça a bien été, Maurice? On a-tu le temps pour une dernière question? Bon, ben, si José Oui, nous allez-y, interrompt allez-y. pas. Allez-y, Ouais. je vais revenir On après. demande quel logiciel de suivi d'équipe on peut recommander. Il y en existe un paquet, des plus complexes comme Jira et TFS, au plus facile d'accès comme, comment il s'appelle, non, celui qu'on utilisait, Maurice? Trello, Trello. qui est gratuit. Trello qui est gratuit, hein, puis c'est juste des papiers, des post-it virtuels qu'on tasse. Honnêtement, essayez-les puis faites-vous une idée. Il y en a plein qu'on peut utiliser. C'est ça. En fait, vous pouvez venir nous parler. On peut avoir une couple de conseils. Moi, j'ai eu à travailler avec Nitro récemment, que j'ai trouvé super intéressant aussi, qui est moins pour la gestion, mais plus pour la gestion d'humain. Si on veut, comment est-ce qu'on pense, on se sent, puis où est-ce qu'on veut aller ensemble. Fait que, il y a plein d'options, puis il n'y a pas un one size fit all. Okay? Il faut trouver ce qui va vous convenir à vous autres selon votre style. Voilà. Maintenant, on est terminé. On a une autre question qui reste? Je pense que c'est tout. On a répondu par la bande aux 2 autres questions. Est-ce que ça règle le problème de politique? Puis est-ce que c'est pas facile de parler à son patron et dire, confesser qu'on ne travaille pas toute la journée, hein? Sur 8 heures par jour qu'on travaille, le Bureau of Labor aux États-Unis s'est rendu compte qu'on travaille réellement à peu près 3 heures. Mais si vous voulez un bon truc pour adresser ça avec vos patrons, faites-le pas. OK? À place, prenez la stratégie que n'importe quel enfant de 4 ans va prendre. Demandez pourquoi. Je veux que tu fasses telle affaire. Pourquoi? À quoi ça sert? Ben, je veux que tu le fasses parce que je l'ai demandé. Mais pourquoi? Ben, éventuellement, il va être pris pour devoir répondre, puis il va devoir lui-même aller chercher, lui, puis je dis lui, mais c'est des fois elle, aller chercher la réponse ailleurs. Puis ils vont s'apercevoir que les raisons pour le travail ne les possèdent pas nécessairement. Donc, ça va amener au moins à réfléchir sur le fait que beaucoup des choses qu'on fait n'apportent rien. Si toi, tu ne comprends pas c'est quoi, puis ton patron ne comprend pas c'est quoi la valeur de la job que tu fais, ben là, on peut poser la question, pourquoi on le fait? On ne devrait pas, à la place, faire quelque chose d'autre qui peut être mieux. Donc, pour un employé, c'est pas mal la meilleure façon pour aller, surtout dans un environnement qui peut être plus hostile. Donc, faut pas que il y a des patrons qu'il faut prendre avec des pincettes, puis d'autres pas. Voilà. Je me tais. On a fini. Oui, merci beaucoup pour ce podcast live. Je suis sûr que ceux qui ne vous connaissaient pas vont aller vous suivre. Oui, on est super accessible sur LinkedIn. On est très, très actif, en fait. On accepte toutes les demandes de connexion sur LinkedIn. N'hésitez pas, on va vous répondre à toutes vos questions sans problème. Laisse-les parler, Olivier. Oui, c'est fini. Ben, de mon côté, nous, on va continuer ensuite à 16h. Ben, ça commence dans quelques minutes avec le tirage et le mot de fermeture. Je vous remercie encore là, pour cette conférence. C'était vraiment très divertissant puis surtout philosophique même un peu. Là. Oui. Ça mène à penser à comment on devrait se réinventer là, en utilisant le terme. Si vous avez besoin d'aide, venez nous faire signe. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. On fait un gros merci encore. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye bye.